Ok. On démarre? J'entends plus personne là. Oui, oui. Ah, c'est bon, ok. C'est à toi. Ah oui, ok, ça marche. Ok. Eh bien, on va introduire par une prière. Père trois fois saint, nous voulons te remercier encore de ce privilège que tu nous donnes de nous réunir en toute liberté avec ces moyens modernes. Et nous voulons par-dessus tout te mettre au centre Seigneur, de ce partage, de cet échange. Non pas que, Seigneur, nous voulons partager des informations pour nous, pour être à l'abri, mais Seigneur, nous voyons qu'au-delà de ça, au travers de tous ces conseils que tu nous as donnés, eh bien, Seigneur, derrière, il y a possibilité d'avoir un réel programme de partage, d'échange, d'évangélisation pour montrer, Père éternel, que bien avant cette crise que nous sommes en train de traverser, tu avais déjà tout planifié. Tu avais, Seigneur, au travers de nombreux conseils donnés à ta servante, permis que ton peuple puisse prendre conscience que nous avions besoin de quitter les villes pour, Seigneur, notre préparation mentale, physique, spirituelle, pour cette préparation pratique à la fois. Et nous voulons te demander pardon parce que nous avons perdu beaucoup de temps, mais Père éternel, tu uses encore de patience, afin que, comme tu dis dans ta parole, Seigneur, dans Apocalypse chapitre 7, verset 3, tu retiens encore les vents pour un peu de temps, afin que non seulement ton peuple se prépare, mais que, Seigneur, eh bien, dans cette préparation, nous puissions encore goûter cette grâce qui est la tienne, nous puissions, Père éternel, eh bien, comprendre que tu viens chercher un peuple qui qui a mis totalement de côté, Seigneur, eh bien, son propre intérêt et qui veut vivre cette vie, Seigneur, ce principe qui ne vient que de toi. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors conduis-nous dans ce moment de partage et que toute gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Alors voilà, donc ce fichier, alors on aurait dû avoir la présentation il y a 15 jours et bizarrement, ce fichier a complètement disparu de ma carte SD. C'est la première fois que ça m'est arrivé, mais par la grâce de Dieu, voilà, je dis Seigneur, il faut que tu m'aides à retrouver ce fichier. Et le Seigneur m'a permis de trouver un petit logiciel qui eh bien, a retrouvé tous les fichiers qui se trouvaient sur la carte SD. Donc, voilà le fichier tel qu'il était il y a 15 jours, donc il n'a pas bougé. Alors, donc, GPS en route vers l'autonomie, guide pratique. J'eus aimé faire cette présentation en étant à la campagne. Alors, on est à la campagne, mais en ayant déjà mis en pratique tout cela. Je vais faire très très court pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Le Seigneur a permis, eh bien, ça fait bientôt 1 an que nous puissions nous mettre dans les conditions de vendre notre maison, ce que nous souhaitions faire il y a de nombreuses années. Ça n'avait jamais été possible et d'un coup, eh bien, tous les feux sont passés au vert. Tous les feux sont passés au vert. C'était impressionnant jusqu'au prix de la maison. Alors, je ne vous donne pas ce témoignage pour que vous puissiez vendre votre maison et la survendre. Ce n'est pas le but, mais en tout cas, notre propre expérience, voilà, notre petit niveau, c'était en tout cas une prière que j'ai faite au Seigneur, en disant Seigneur, si tu veux qu'on parte, eh bien, permets qu'on vende à tel prix, bon, sachant qu'il nous restait un petit crédit. Et le Seigneur a permis qu'on vende au centime près au prix demandé, qui était 25 000 euros plus cher que le prix le plus cher des maisons qui se sont vendues là où on habitait. Donc c'était réellement un miracle. L'agent immobilier d'ailleurs n'en revenait pas et je lui ai dit écoutez, asseyez-vous, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et donc c'était voilà, un moyen de témoigner. Et suite à cela, le confinement a fait que toute la signature chez notaire a été décalée. On s'est retrouvé en location. Et aujourd'hui, on se trouve en Bretagne. Voilà, donc c'est du provisoire, mais le Seigneur a malgré tout béni ce changement de région. On est à 8 km de la mer, donc on n'est pas. Voilà, si ça vous dit de profiter de la mer ou de faire des balades au bord de mer, n'hésitez pas. On peut accueillir 2-3 personnes sans problème. Ça ne vous coûtera rien du tout. Voilà, donc on s'est retrouvé dans ces conditions-là. Et je me suis dit, mais maintenant, il faudrait, pour nous, mais pour tout le monde finalement, mettre en place une sorte de guide, alors guide pratique, qui prenne en compte
beaucoup plus de paramètres que simplement un potager. Alors, voyez, voilà. Donc, j'ai même bien avancé. Donc, dans l'élaboration de ces différentes parties, mais voilà, guide pratique démarrer à partir de zéro. On pourrait dire que c'est un guide pratique pour les nuls au niveau, alors pas seulement que du jardinage, vous allez voir, ça va plus loin. Donc, il y a plusieurs parties, préparer, planter, pousser, protéger, apprendre ressources et autonomie. Donc, on va voir un petit peu tout cela. Et c'est vrai que c'est important déjà de préparer. Alors, quand on dit préparer, déjà, au niveau de la taille d'un terrain, euh, bon, si vous avez 1 hectare ou si vous avez la possibilité d'acquérir 1 hectare, c'est fabuleux, ou même plus, hein, tant mieux. Mais on peut faire avec beaucoup moins. Aujourd'hui, par exemple, à New York, vous avez une ferme qui sert souvent de référence, c'est sur 300 à 400 mètres carrés. Donc, ils produisent quasiment l'équivalent de 4 tonnes de fruits et légumes. Donc, c'est énorme. Donc, un rendement qui vraiment est impressionnant. Donc, on se rend compte que voilà, avec un terrain qui n'est pas forcément ultra grand, on peut faire déjà beaucoup. Alors, c'est vrai que le principe de base, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut retenir de ce principe de permaculture, c'est d'essayer d'arriver à une autonomie rapidement. Alors, sachant que le principe de permaculture, c'est l'élaboration, on va designer un petit peu un jardin en prenant en compte plusieurs paramètres pour arriver au bout de 3, 4, 5 ans à une autonomie totale en ayant le moins d'interactions possible donc à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas si le son va marcher. Non, il n'y a pas de son. Il faut cocher 2 Ah, il choses n'y a pas le son. en bas. Bon, alors ça, vous pourrez vous revoir cette vidéo. De toute façon, on va avancer. Je pourrais vous mettre les liens, c'est pas un souci. Ok, de toute façon, on va reprendre les principes de base. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'est des revues. J'ai plusieurs milliers de fichiers sur la permaculture, sur l'autonomie, etc. Donc, designer votre jardin. Donc, c'est un élément très intéressant parce qu'on voit que on peut créer des zones spécifiques, verger, potager, point d'eau, serre, ruche, éventuellement poulailler. Donc, on voit qu'il y a une interaction très intéressante sur l'ensemble. Là, vous pourrez faire un arrêt sur image sur cet article. Donc, c'est des fiches. Hein, donc, vous avez un hors-série permaculture. Je crois que ça doit être un Rustica. Ça, vous pouvez vous les procurer sans aucun problème. Vous voyez, zone et zonage. Donc, on peut créer vraiment des zones qui à la fois jouxtent la maison, donc des zones de transition. Donc, il y a pas mal de choses. Vous voyez, c'est très, très bien pensé. Là, au niveau du schéma, la partie donc avec les animaux, donc type poulailler, elle peut être intéressante parce que ça vient enrichir la zone. Alors en termes de fertilisation, en termes également, et c'est ce qui peut être aussi intéressant, vous avez par exemple là je vois où on est en Bretagne, vous avez des poules janzées qui sont des poules spécifiques qui par exemple peuvent enlever les tiques d'un terrain. Donc ça, c'est pas inintéressant en fonction des zones d'habitation. Par exemple, tout ce qui est frelon asiatique, ce sont des poules qui sont capables de sauter en plein vol, paf, de couper en deux un frelon. Donc, vous voyez, ça peut être intéressant aussi de faire vraiment des interactions avec certains animaux en fonction de la zone d'habitation, en fonction de l'environnement, avoir des synergies. Voilà. Donc, le zonage, bon, je passe rapidement. Hein, voilà, vous pouvez, il y a plein d'outils très, très pratiques sur cet aspect-là. Les outils sont également intéressants, sans forcément aller sur des outils donc à moteur. Vous avez beaucoup de choses manuelles. Alors, je passe là-dessus. Les engrais verts, alors, voilà. Donc, ce qui est important, c'est tout ce qui est amendement, donc tout ce qui est partie organique. Donc, que l'on peut se faire, alors soit avec des fumiers, soit avec ce qu'on appelle du BRF, bois ramel fragmenté. Donc pour constituer des couches, mais on va le voir juste après. Hein. Donc la paille, l'approvisionnement en eau est également intéressant. Donc soit vous avez un puits, ou soit vous pouvez faire la récupération d'eau avec des containers. J'étais en Suisse faire
3-4 années de suite des campagnes d'évangélisation à côté du lac de Constance. Et il y avait un frère qui était plombier et qui lui installait dans des maisons des récupérateurs d'eau. Et vous en mettez 2, 3, 4 et vous pouvez avoir, en fonction de la pluviométrie, une autonomie totale en eau pour les périodes plus sèches. Alors, voilà. Donc, pour broyer, vous pouvez également broyer. Vous avez des machines. J'ai fait une sélection de certains outils. Vous avez des machines qui sont plus ou moins élaborées pour faire directement donc le BRF. Alors, ce qui est important dans la perma, c'est que le sol ne soit jamais nu, toujours couvert, toujours recouvert, pour éviter de déshydrater. Donc, on peut mettre soit de la paille, donc on peut mettre, on va le voir juste après, on peut mettre plusieurs couches. Le principe de la perma, c'est de ne jamais retourner une terre, c'est toujours l'aérer. Vous avez donc à droite des outils très très pratiques qu'on peut se procurer sur des sites spécialisés, ce qu'on appelle donc c'est des sortes de bêches, mais alors vous avez des sortes de bêches et vous avez ce qu'ils appellent des aérabêches, donc on aère la terre sans la retourner. Alors j'avance. Ça, c'est aussi un élément très intéressant, l'agroforesterie. C'est un mélange de perma et on va aussi planter des haies. Alors, ça peut être de fruitiers, ça peut être de massifs ou autres. Et ce qui fait qu'on va équilibrer l'ensemble. Ça peut être intéressant soit sur des zones qui sont très ensoleillées, pour éviter, par exemple, on peut faire 2 haies d'arbres, 2 haies, et au milieu, on peut mettre donc le potager. Bon, il y a plein de possibilités. Alors, je passe toute cette partie-là et je vais en arriver sur un autre fichier, parce que je l'ai fait sur les outils. Voilà, on va reprendre à la base. Les outils de base, vous avez des noms en fonction des régions. Donc, vous avez quelques outils qui peuvent être très, très intéressants. Ici, encore ici, vous avez une houe à roue, maniement des... Alors, vous avez la fameuse grelinette en bas à gauche. Vous voyez, donc voilà, il y a des outils qui sont très très pratiques. On est en manuel, il n'y a pas besoin de faire plus. Voilà, les traceurs, etc. Donc voilà, donc les sarcloirs, etc., etc. Donc ça, c'est le type d'outil qu'il est intéressant d'acheter pour démarrer la permaculture. Voilà, grelinette, aérabêche, bêche à dents, bêche plate. Et donc voilà. Alors les préparatifs, voilà. Ça peut être intéressant en fonction. Alors, je vois par exemple nous en Bretagne, ça peut être intéressant, peut-être en Belgique aussi, de mettre des brise-vents. Des brise-vents, pourquoi? Ça évite que le potager se retrouve sur une partie très très ventée. Donc en fonction des zones comme ça peut être un plus. L'aire de compostage également. Donc ça permet comme ça de faire son propre compost. Si certains ont les toilettes sèches, il y a aussi pas mal de possibilités de récupération et de faire le compost. Alors, la mare naturelle, elle est intéressante. Celui qui a vraiment posé les bases en Europe de la permaculture, il s'appelle Sepp Heuser. Et donc, il est en Autriche et sur un terrain qui est quand même assez haut, où humainement parlant, techniquement parlant, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse, mais il a réussi à faire pousser des kiwis, je crois même des citrons, enfin bon, des choses impensables vu l'altitude. Pourquoi? Parce qu'il a créé des mares naturelles, et ces mares, avec le reflet du soleil, créent une sorte d'écosystème où on remonte en température et on arrive à avoir des choses très intéressantes. Donc c'est vrai que les mares, ça peut être intéressant parce qu'on peut après créer toute une... C'est vivant, en termes de biodiversité, c'est magnifique. Donc voilà, donc vous avez donc au niveau pratique, voilà, comment mettre en place tout cela, le bois mort, la récupération, décomposition du bois, quelques erreurs à éviter. Et puis là, vous avez, donc, pour faire un arrêt, donc 6 étapes de base pour lister cela, la liste notamment des légumes que vous avez envie de récolter. Alors, ce qui peut être intéressant, donc j'ai commencé, c'est de faire une sorte de tableau Excel avec la saisonnalité des fruits et légumes. Par exemple, quelque chose de tout bête, on peut manger des pommes toute l'année. Après, le tout, c'est d'avoir les variétés de pommes qui vont faire que vous allez pouvoir échelonner tout cela.
Après, il y a des méthodes de conservation. Là, je suis en train de travailler sur un projet humanitaire pour avoir des méthodes de conservation, parce que c'est ça aussi qui est important. Alors, ça dépend aussi de la production que vous avez. Soit, si vous avez un surplus, bah, vous donnez. Si vous voulez vous mettre dans un projet un peu business, vous pouvez vendre. Ou vous avez l'autre possibilité, c'est de donner. Et pour une partie, c'est eh bien de garder tout cela. Alors, c'est vrai que vous avez, par exemple, tout ce qui est carottes, pommes de terre, on peut les conserver plusieurs semaines, voire un peu plus. Kiwi également. Mais à un moment donné, la durée de vie du produit, elle n'est pas, c'est pas éternel, hein, c'est pas infini. Donc, aujourd'hui, vous avez des outils qui vous permettent de déshydrater par le froid et avec des quantités, on peut aller jusqu'à 2 tonnes de fruits et légumes déshydratés par an, ce qui est déjà beaucoup. Hein. Pour une famille, c'est beaucoup. Mais comme on ne le fait pas par le chaud, et c'est le gros avantage. Par le chaud, vous allez avoir une déperdition de vitamines, vous allez avoir une perte sur le plan gustatif qui est énorme. L'avantage en faisant comme cela, c'est que vous conservez toutes les qualités organoleptiques, vous conservez toutes les qualités nutritives du produit et surtout, vous avez une conservation qui se fait sur en moyenne 25 ans. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est pour un projet humanitaire. S'il y en a qui s'intéressent d'aller de l'avant, c'est un truc fabuleux parce que vous pouvez apporter à une population un outil qui est assez simple et qui leur permettent eh bien, de conserver la nourriture pendant un laps de temps qui est très 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 long. Donc voilà. Alors, le principe de la butte en permaculture, donc il y a des erreurs à éviter bien sûr. Il ne faut pas faire trop gros non plus parce que c'est vrai que après ça dépend combien de personnes vous êtes pour faire ça. Mais si vous êtes 2, 3 personnes, c'est assez physique. Donc démarrer euh, par quelque chose de pas trop gros. Alors là, vous avez ici, voilà, j'ai trouvé ça excellent. Ce fichier-là, il est vraiment très bien fait. Donc, vous voyez, vous avez donc ce qu'on appelle c'est le principe du millefeuille. Hein. Donc, vous avez plusieurs couches. Vous démarrez par du bois et au fur et à mesure, vous rajoutez des couches pour permettre eh bien, de créer, et ça marche vraiment sur des sols qui, par définition, n'ont aucune fertilité. Vous allez créer de la vie et permettre eh bien, de faire pousser des choses extraordinaires. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, vous avez sur la partie droite les bonnes pratiques, vous avez le détail, installer la butte à l'abri des vents dominants dans un endroit bien ensoleillé mais pas brûlant. Vous voyez, donc si après vous avez beaucoup de vent, c'est pour ça que c'est important de faire des parvents. La butte doit être montée avec des matériaux locaux, bois local, déchets organiques de cuisine, tonte, résidus de taille d'arbre, etc. Donc voilà, vous avez tout ce détail-là. Donc ça, c'est ce principe-là, parce que c'est sur cette butte que vous allez eh bien, faire pousser vos légumes. Voilà, comment choisir sa butte. Donc là, ça sera intéressant après. Je sais pas encore. J'aimerais créer un fichier type et après, on peut déplacer, bouger les parties directement avec une souris et pour que les personnes puissent visualiser en fonction de la taille du terrain quelles sont les possibilités. Le paillage est également un élément intéressant. Alors c'est pour ça qu'après, localement, ça peut être bien d'avoir des contacts avec des agriculteurs. Si par exemple ils ont de la paille ou en trop ou acheter un peu de voilà, en région on peut avoir ça pour pas très cher au niveau du paillage. Alors, mis en place trop tôt dans la saison, il empêche ce dernier de se réchauffer correctement. Donc, faut le mettre au bon moment. Alors, après, au niveau du choix des légumes, c'est important de faire un choix qui soit un choix éclairé, c'est-à-dire vraiment d'avoir un mix qui soit assez varié, parce qu'après, il y a plein d'interactions. Donc, c'est là où, après, on va le voir dans un tableau que j'ai mis, avec la saisonnalité des légumes notamment. Donc, il y a des outils très pratiques, des astuces pour augmenter le rendement. Là, vous avez quelques exemples, notamment sur tout ce qui est pommes de terre, carottes, laitue, navets, petits pois. Alors, les pommes de terre, on peut les faire après aussi, non pas forcément au niveau horizontal, mais vertical. Si vous avez des tonneaux plastiques, on peut faire aussi on peut faire pousser ça dans des tonneaux. Voilà, j'ai vu plein de choses très intéressantes à ce niveau-là. Là, vous avez
la récolte par mètre linéaire, parce que ça aussi, c'est important à prendre en compte, en fonction du nombre de personnes. Il ne faut pas mettre trop, mais si vous mettez juste, je ne sais pas moi, 1 mètre d'un légume et que vous vous rendez compte que ça va vous tenir que 15 jours, donc il faut aussi prendre en compte par rapport à vos besoins en termes de nourriture, il faut que le mètre linéaire soit conséquent. Et voilà. Alors, tout ce qui est semis. Vous avez ici un premier tableau qui permet de voir. J'en ai mis un autre après qui me semble plus complet, mais là, c'était juste déjà pour synthétiser, pour voir un petit peu. Voilà. Donc, il y a quand même déjà pas mal de choses. L'arrosage, c'est pareil. Donc, soit c'est le goutte à goutte. Après, il y a plusieurs possibilités. Hein, parce que l'idée, c'est vraiment de gagner du temps. Il faut pas. Je pense que la clé, c'est surtout de ne pas devenir esclave de ce qu'on veut mettre en place. C'est réduire je dirais au minimum le temps passé au niveau du jardin, tout en sachant que ça demande du temps. Il faut qu'il y ait aussi la notion de plaisir, ça c'est super important. Pour les enfants, la notion de partage, donc toute la notion pédagogique aussi. Donc là, vous avez aussi des choses très intéressantes sur la partie droite avec l'eau. Hein. Donc l'eau froide arrête la croissance des végétaux. Un arrosage à l'eau froide ne stoppe pas la croissance des végétaux, etc. etc. Donc il y a plein d'outils pratiques. J'arrose en fonction des besoins de chaque légume. Donc vous avez ici un petit peu des données sur certains donc légumes. Alors l'engrais vert, vous avez possibilité, que ce soit par le biais de consoude, ortie, ce qu'on appelle tanisi, rhubarbe, de créer des décoctions. Alors c'est vrai que l'ortie, ça c'est assez connu et c'est assez impressionnant parce que c'est à la fois, donc c'est riche en azote, c'est un répulsif, donc anti-puceron, acarien, etc., etc., limaces notamment. Donc en fonction de votre terrain, si vous avez, si vous savez que vous avez déjà des limaces de base, eh bien ça peut être intéressant de faire à la fois de l'ortie et à la fois de la rhubarbe. Si vous avez des pucerons, ça peut être à la fois de l'ortie, tanésie, et puis en fonction, si votre sol est un petit peu pauvre, vous pouvez l'enrichir avec la consoude. Bon, il y a plein de possibilités. Là, c'est les différents types de fumier, les engrais verts. Je passe. On va arriver aussi. Alors voilà. Tac. Alors voilà, planter utile. Un élément très intéressant pour avoir des pollinisateurs. Si vous souhaitez mettre une ruche, ça c'est fabuleux. Après, vous savez que vous avez plusieurs constituants dans les produits de la ruche. Vous avez le miel, bien sûr, mais avant d'arriver au miel, vous avez la gelée royale, vous avez le rayon de miel en tant que tel qui est très, très nourrissant, mais vous avez également une substance qui s'appelle la propolis. Et la propolis, elle est très importante. Pourquoi? Parce que c'est ce qui sert lorsque les abeilles rentrent dans une ruche, elles nettoient leurs pattes sur un parterre, donc c'est le parterre de propolis, et ça désinfecte les pattes. Donc, ça permet aux intrants de ne pas contaminer la ruche. Donc, s'il y a des cochonneries ou autres, tout est stoppé via ou par le biais de la propolis. Et cette propolis, elle est antibactérienne, elle est elle peut être antivirale, voire anticancéreuse. Et elle a des couleurs différentes. Aujourd'hui, on connaît plusieurs types de propolis. La noire, qui n'est pas très connue, la rouge, la verte, la jaune et la brune. La brune, c'est celle qu'on a en Europe, pardon, qui est antibactérienne, antimicrobienne. Et l'avantage, c'est qu'en fonction donc des fleurs que vous allez mettre, vous allez pouvoir avoir des spécifications très particulières sur la qualité de votre propolis. Avoir des spécifications peut-être plus antivirales, et dans les temps dans lesquels on est, ça peut être intéressant. J'ai fait une expérience sur un cancer de la peau avec une propolis qui était spécifiquement antivirale. En 3 mois, on a complètement inversé le terrain. C'était impressionnant. En plus, c'était sur un stade avancé. Donc, c'est assez intéressant. Les insectes prédateurs, il y a plein de possibilités. Quand on rentre dans le détail, c'est passionnant. Pensez à mettre aussi des éléments qui vont permettre aussi aux oiseaux de se dire ça c'est un endroit où voilà, on peut venir. Et alors un truc tout bête,
hein, planter, faire un trou. C'est vrai qu'on se dit, bon, bah, s'il faut planter, il faut faire des trous. Mais entre faire un trou, faire 10, 50 en fonction de ce qu'on veut planter, c'est plus tout à fait la même chose. Et je me suis dit, mais mince, s'il faut planter 50 arbres, s'il n'y a rien du tout, si on part de rien, bah, je me suis dit, personnellement, je ne me vois pas prendre eh bien, un appel et faire ça à la main. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'on peut trouver comme matériel? Alors, il y a des choses toutes simples. On va partir du plus simple, quasiment. C'est ce qu'on appelle une tarière. C'est une sorte de comment on appelle ça, de perceuse. Bon, sauf que c'est beaucoup plus grand, hein. Et ça permet de faire de creuser, donc de faire des trous pour planter donc à la fois des arbustes ou autres. Vous voyez, donc là, on monte un petit peu en prix et on a l'avantage, c'est qu'au niveau des mèches, on a 3 types de mèches, du 1, du 2 et du 10, 20, 30 centimètres. Là, on monte, non, là, alors voilà, là, on monte un peu, on est à 400 €. Et là, on monte encore, on est à 700 €, donc c'est un petit peu plus grand. Et là, on a 1200 €. Donc après, en fonction des budgets, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut partir à moins de 200 €. Et là, on est à plus. Vous voyez, profondeur de trou, on peut être jusqu'à 2 mètres sur celui-ci. Donc c'est pas mal. Mais sur les autres aussi, après, voilà, ça prendra un petit peu plus de temps. Pour ceux qui ont un peu plus de moyens et qui veulent vraiment faire pas mal de choses, je me suis dit, voilà, où trouver une mini-pelle. Alors, c'est du neuf en plus, hein, donc je ne trouve pas ça très très cher, quoi. Il faut avoir les moyens, mais c'est 4 800 €. Alors, il faut le rentabiliser, hein. Donc, soit on peut louer, ça se loue aussi, hein. Là, on est à 5 900. Mais en fonction des différents projets, si vous avez des projets qui sont de taille moyenne avec beaucoup, beaucoup de plantations, ça peut être un élément sympa. Alors, je vous invite à vraiment regarder cette vidéo-là parce que la plantation d'un arbre, c'est quelque chose qui peut paraître complètement banal et pourtant, Ellen White, alors je vais baisser parce que j'ai beaucoup de son, voilà, de retour dans le casque. Ellen White a reçu une vision sur la manière de planter des arbres. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, il est énorme. Voilà, donc je vous mettrai les références de cette vidéo-là. Et oui, donc ici, j'ai traduit le schéma en français parce que ça me semble vraiment intéressant. Vous voyez comment Dieu est bon, de voir que quel est l'intérêt de donner ça au peuple de Dieu à la fin des temps, si ce n'est de comprendre que le peuple de Dieu serait peut-être en retard et qu'il aurait besoin bien, de planter avec une méthode qui permette de rattraper bien, les années perdues. Vous voyez comment c'est incroyable. Je me dis, mais comment Dieu est bon. Donc, vous avez aussi ici donc, plusieurs couches. Donc tout ça, je pourrais vous le donner. Donc j'ai refait
Donc, au niveau j'ai trouvé ça sur Internet, donc j'ai essayé de en remettre en français. Expliquer donc le principe, donc un trou de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Bon, je ne vais pas faire ça là, vous réexpliquer ça tout de suite, mais vous pourrez le trouver. Donc, il y a des pierres de drainage au fond, on dépose de la tonte, on met de la terre végétale. Donc, vous voyez, il y a plusieurs couches, une couche de cailloux, une couche de surface. On ajoute de l'engrais chimique ou de la poudre de varech, engrais organique, pardon, phosphate naturel. Vous voyez, donc il y a toutes ces couches-là. Ensuite, on met l'arbre. Tout ça, ça va permettre d'avoir une croissance très rapide. Et surtout, comme il a dit, on est en termes de masse, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir, quoi. Et en termes de résistance également. Alors, sur les semences, ce que j'ai fait, c'est essayer de voir où on pouvait acheter des semences, alors bio, parce que c'est vrai que ce qui est important, c'est d'avoir des semences de qualité. Donc, alors, lui est intéressant, Pascal Pout. Il est dans le sud de la France et c'est quelqu'un qui s'est fait connaître parce qu'il a réussi à faire pousser des tomates sans eau, de la même façon qu'on peut faire pousser du riz sans eau. Et il a sur plusieurs générations de plantes de tomates, naturellement, il a développé aujourd'hui des graines qui ne nécessitent quasiment pas d'eau du tout. Donc, en fonction des climats, en fonction de l'endroit où on se trouve, ça peut être intéressant. Et voilà, donc il y a plusieurs adresses. Là, vous avez ici la semence bio, donc un calendrier qui est pas mal fait. Et donc, il y a de quoi faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a également les semences aromatiques florales et engrais verts. Voilà, un semis de printemps, un semis d'été, un semis d'automne, un semis d'hiver. Donc, il y en a vraiment pour toutes les saisons. On peut vraiment, vraiment se régaler. Voilà, je passe. Donc, Cocopelli qui est assez connu. Et là, on peut aussi trouver des semences médicinales. Ça vaut le coup d'investir dans. Alors, donc j'ai remis par catégorie. Donc, ça, c'est les engrais verts, les légumes feuilles. Vous voyez, il y a quand même une variété. C'est ça que je trouve intéressant. C'est que quand on sort un petit peu des sentiers battus, vous avez aujourd'hui en grande surface, vous avez quoi, 3-4 espèces de salades. C'est souvent le maximum. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a une variété. On a quoi vraiment se régaler, se faire plaisir, quoi. Donc tout ce qui est légumes fruits, légumes racines, les plantes à grains, tout ce qui est semences donc annuelles. Donc il y a de quoi mettre des couleurs aussi. Il y a des fleurs aussi qui sont comestibles, donc on peut vraiment se régaler, tout ce qui est aromatique également. Alors Sainte-Marthe, la ferme Sainte-Marthe, elle est assez connue. Il y a des très très belles choses aussi au niveau du catalogue. Kiwi, donc mâles et femelles. Bon après ça c'est pas. Si ceux-là ils sont bio. Goji, ça peut être intéressant. C'est un très bon antioxydant. Ça, je trouve ça c'est fabuleux. C'est pas des murs. Alors, vous avez les murs classiques et vous avez après ce qu'on appelle les morus alba. C'est des murs qui sont plus grosses, qui aussi ont des vertus, mais remarquables en termes d'antioxydants et au niveau énergétique. Là, vous avez plusieurs espèces de myrtilles. Et j'ai vu qu'ils vendaient des myrtilles en Bretagne. Souchet, ça c'est aussi intéressant, ce qu'on appelle l'amande de terre. Ça a des vertus très intéressantes. Là encore, ça c'est en Allemagne, donc ça je l'ai traduit automatiquement. Et ils ont vraiment des catalogues de semences, mais extraordinaires. Ça, alors je suis allé piocher un petit peu partout en fonction de mes déplacements. Je crois que c'est au Portugal. Ça c'est en Allemagne. Ça, je ne sais plus où c'est, mais il y a les liens à chaque fois. Le style, ça c'est en Allemagne. Voilà, ça c'est le Schwarze Maulbeere, c'est la mûre noire. Vous avez ça en flamand, je pense qu'en néerlandais c'est quasiment le même mot. Kiwi aussi.
Alors, vous voyez là, on est à 40-60 cm, c'est pas mal, hein, 14,50 € pour quelque chose qui fait déjà quasiment 50-60, je trouve que le prix est pas trop mauvais. Ça, c'est des adresses de semences à travers l'Europe. Et pas que, ça va au-delà. Voilà, parce que ça, j'ai mis ça aussi pour un projet humanitaire. Donc, vous avez encore Ecoflora, la pépinière du Bosque avec des noyers. Voilà, ça, j'ai essayé de trouver des noyers. Parce que je pense que c'est un élément très, très important. Pépinière avec des plantes d'Australie et d'Afrique du Sud. Là, je pense qu'il y a des très, très belles combinaisons à faire. Alors, on peut faire de l'irrigation goutte à goutte. Là, c'est ce qu'ils mettent, gratuite. Avec la nuit, on récupère la rosée et puis ça refait après du goutte à goutte. Alors pour protéger, également, on a vu avec certains engrais verts qu'on pouvait protéger contre les limaces ou autres. Donc il y a plein de techniques qui sont très très simples et qui évitent que on commence à faire pousser ces salades et ça évite qu'on se retrouve avec un potager qui a été complètement dévasté par les escargots ou par les limaces. Voilà, donc il y a plein de choses pratiques. On peut installer des pièges. Voilà. Alors la serre, ça peut être aussi pas mal, soit pour des boutures, soit l'hiver. Alors donc là, c'est pareil, j'ai mis plusieurs adresses de serre avec à tous les prix, mais j'ai essayé vraiment de trouver, déjà pour nous, parce que nous, c'est pareil, on n'a pas un budget extensif, donc trouver des prix qui soient très très abordables. Vous voyez, donc là on est sur un volume intéressant. On est sur 24 mètres carrés, c'est déjà une base pour une serre. Donc on est sur un prix qui est quand même. Alors oui, c'est plus cher. C'est pas. Là, on est sur sur une serre, donc un jardin tunnel maraîcher, mais qui est en sorte de plastique. Et là, c'est sûr que c'est plus du tout la même matière. Donc on est à plus de 1 000 €. Donc ça, voilà. Vous avez des serres aussi semi-fermées. Donc il y a vraiment de tout. Serre à couverture plastique, en fonction des projets. Je me suis dit, s'il y a des projets en termes d'évangélisation où il y a besoin de faire quelque chose qui puisse ramener des fonds ou faire vivre directement un projet, ça c'est du matériel agricole aussi. S'il y a besoin, Farm Boot aussi, il y a des choses très très intéressantes. Ok, j'avance là-dessus. Alors ça, j'ai trouvé ça aux Philippines, vous voyez, comme quoi. C'est un outil très intéressant qui coûte, alors j'ai vu ça assez cher en France. Quand vous avez votre petite bouture, donc vous la mettez dans cet orifice et après vous actionnez, tac, ça fait un trou, ça ouvre et ça tombe directement. Donc là, vous pouvez gagner beaucoup de temps, ça évite de se pencher, de se casser le dos, parce que c'est ça aussi qu'il faut intégrer. C'est que si au bout de 15 jours, vous avez le dos cassé, à un moment donné, vous n'allez pas suivre. Donc c'est pour ça que c'est aussi important déjà d'entretenir sa résistance, parce que un projet comme celui-ci, moi, je vois aujourd'hui, on n'a pas démarré, mais ça m'est arrivé. Alors, je ne fais pas toutes les semaines, mais au minimum, je fais 1 heure de marche par jour. Donc, ça entretient quand même au niveau respiration, au niveau physique. Ça m'est arrivé de faire 15 heures de marche dans la semaine. Et on a pu trouver ça. Je ne sais pas si c'est très connu en Belgique. C'est du matériel allemand. Et ça, je pense que c'est super pour déjà. Alors, pas que pour les femmes, mais c'est vrai que pour des femmes qui ont des problèmes au niveau lymphatique, c'est-à-dire rétention d'eau ou graisse, c'est ce qu'on appelle, c'est les trampolines, c'est une marque qui s'appelle Bellicon. J'ai attendu 2 mois pour en trouver un d'occasion à côté de chez moi. Quand vous tapez sur Le Bon Coin, qui est le seul endroit que j'ai trouvé en France où on peut en trouver d'occasion, il y en a 10, il y a un peu plus de 15. Donc c'est pas évident à trouver, mais quand on peut en trouver un pas trop cher, ça va, normalement c'est entre 6 et 700 pour le produit de base. Et sur Internet, en occasion, on peut en trouver à 300. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet de relancer tout le processus lymphatique, circulation, masse musculaire au niveau des jambes et autres, que ce soit ça ou autre chose, peu importe. Après, je ne vous encourage pas à tous acheter du Bellicon. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des outils aussi qui permettent de renforcer la masse musculaire.
Et ça, c'est vraiment important, à tous les niveaux. Parce que je pense que très bientôt, on va devoir sortir de notre zone de confort et sortir de notre zone de confort, c'est, aussi être capable de rebondir très, très vite. C'est-à-dire du jour au lendemain, avoir une capacité à pouvoir encaisser des chocs au niveau physique, au niveau mental et voilà, tout ça, ça joue. Ça, c'est aussi du matériel aux Philippines. J'avais commencé à essayer de trouver quelqu'un là-bas, mais puis après, mon contact là, c'est avec le corona, c'était un peu plus compliqué. Donc ça, c'est un matériel automatique, mais j'ai vu qu'on pouvait trouver quelque chose d'équivalent en France pour pas trop, trop cher. Beaucoup, quoi, aux Philippines, c'est beaucoup moins cher, mais oui, voilà, 410 € en France. Donc, je n'ai pas trouvé moins cher, mais ça peut rester encore abordable en fonction du projet, bien sûr, hein. Si vous avez une petite bande de terre, n'allez pas là-dedans. Alors, les stages, bon, ça, je n'ai pas encore mis, mais il y a plein de stages possibles en France. Je pense qu'en Belgique aussi. En France, vous avez un projet que c'est la ferme du Bec et Loin, qui est assez connu, qui permet de faire des stages. Au niveau des ressources, alors je vais rajouter ça. Ça, j'ai fait l'acquisition, ça m'est revenu à zéro, mais c'est pas mal parce que la filtration de l'eau aujourd'hui, elle est très importante. Ça, c'est pareil, j'étais en contact avec le fabricant. J'avais possibilité d'avoir le matériel pour pas très cher, quasiment 2 fois moins cher. Donc c'est vrai que si on peut se regrouper, alors moi je viens d'en avoir un à zéro parce que j'ai récupéré celui que la boîte avait acheté. Mais c'est pour ça que c'est bien de mettre en place des réseaux et ensuite de négocier quand il y a du matériel à acheter. Ça, c'est une fontaine qui permet de filtrer l'eau. Donc 99,999% des impuretés sont enlevées. Mais l'avantage, c'est qu'on va réinformer l'eau avec un principe qui s'appelle le principe Biolay-Schumann, ce qui fait qu'on a une eau qui est dynamisée, une eau comme si on avait une eau de pluie. Et ça, c'est pas mal. Alors, ça, je n'ai pas encore vérifié, mais ça me semblait intéressant. C'est une eau enrichie en hydrogène. Ça peut être pas mal en fonction des projets. Filtration de l'eau de pluie. Autonomie en électricité. Il y a de tout. Voilà. Voilà un petit peu pour le matériel. Ça, c'est pareil, il faut que je creuse un petit peu plus sur tout ce qui est autonomie électricité avec les différents fabricants parce que ça évolue très très vite. Et donc après, voilà, ça dépend si c'est juste un système d'appoint que les gens veulent ou si c'est vraiment une autonomie totale. Donc voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions.